J'étais sous le choc. Je pensais y échapper. Et non. Le VIH touche à nos angoisses existentielles. Notre survie est en jeu. Tout en moi me dégoûtait. Mon sperme, mon corps et cet ennemi qui circulait dans mon sang. Je crois que ça déclenche quelque chose dans le cerveau reptilien. Ah, je vais mourir. Quand j'ai compris que ça y était, que j'étais concerné, j'ai aussi pris conscience de tout ce que ça impliquait. Et j'ai ressenti la peur. J'étais en plein dedans. Man muss wirklich von Terror sprechen, weil wir zwar wissen, wie dieses kleine Virus aussieht, wir aber nicht wissen, wo überall es uns auflauert. En 1986 ou 87, j'ai reçu un résultat de test positif. C'est un médecin qui m'avait testé à mon insu et sans mon accord. Ça m'est tombé dessus comme une bombe. Et quand la fumée s'est dissipée, il restait un grand cratère. C'est même devenu une blague entre nous, parce que chaque année, je disais à mes amis « Ah, mais dans 4 ans, je serai mort ». J'ai déclaré « Non, je ne vais pas mourir maintenant. C'est impossible, vous vous trompez. » À bien des égards, le sida m'a fondamentalement changé. Je serais devenu quelqu'un d'autre s'il n'avait pas existé. An mir ist letztendlich nichts Anormales. Ich bin einfach ein Mensch, hier vom Kopf bis Fuß stehe ich vor dir. Und ich bin ja nicht zu reduzieren nur auf meine Homosexualität. Aber darauf reduzieren mich eben die Leute. Sobald ich sage, ich bin schwul, dann bin ich für die Leute nur noch schwul. J'ai fait mon coming out très tôt. J'étais un petit rebelle. À 14-15 ans, je fréquentais une maison de jeunesse autogérée. Et je ne savais rien du sida. Un jour, on était tout un groupe de gays et lesbiennes à Saarbrück, dans un café alternatif, et quelqu'un est entré avec un exemplaire du Bild Zeitung. Je crois que le gros titre disait « Maladie vénérienne chez les homos aux États-Unis, 61 morts », quelque chose comme ça. On s'est beaucoup énervé sur cette une, parce qu'on n'y croyait pas. En juin 1981, à Paris, un médecin entend parler d'une nouvelle maladie qui touche les homosexuels. L'après-midi où je recevais la petite revue qui signalait cette situation médicale inhabituelle, je recevais un patient qui se présentait avec des symptômes qui étaient décrits dans cette publication. Il s'agissait d'un steward qui voyageait beaucoup. L'hôpital où j'ai commencé à travailler, on m'a demandé assez rapidement de partir si je voulais continuer à m'occuper de ces patients. Et en novembre 1982, j'ai été à Pasteur faire une lecture sur une présentation sur ce qu'on savait à l'époque de l'infection du sida. Et j'ai terminé ma présentation en demandant est-ce qu'il y a un rétrovirologue dans la salle. Et puis ce n'est que quelques semaines après que j'ai reçu un coup de téléphone de l'équipe de Pasteur qui dit écoutez, il faut qu'on se rencontre parce que on a trouvé quelque chose. En 1983, les chercheurs parviennent à identifier l'agent infectieux qui attaque et détruit le système immunitaire. Il est baptisé virus de l'immunodéficience humaine, VIH. La maladie a bientôt un nom, elle aussi. AIDS en anglais, SIDA en français, pour syndrome d'immunodéficience acquise. L'info a commencé à circuler dans le milieu gay. On était inquiets. Moi, j'étais inquiet. Le reste de la population n'en avait pas entendu parler. Mais il y avait tout de même pas mal de gens qui se disaient « Attention, quelque chose va nous tomber dessus. Il faut se préparer et rester vigilant. »
Comparée à la crise du coronavirus, celle du sida ressemble à un film au ralenti. Tout a pris beaucoup plus de temps que dans la pandémie actuelle. Il a fallu des années pour voir apparaître les premiers tests. Et dans l'intervalle, tout le monde essayait de continuer à vivre normalement. J'avais 17-18 ans et plein d'expériences à faire. Mes amis de Saarbrück m'ont dit « Tu veux t'installer à Berlin? Mais il y a le sida là-bas, tu vas mourir !» Je suis parti avec la boule au ventre. J'ai rencontré un New-Yorkais qui faisait son tour de l'Europe, comme il se doit pour un jeune Américain de bonne famille. Mon père adorait les États-Unis, alors je lui ai demandé de me financer le billet d'avion. Il a accepté en disant « Il faut voir New York une fois dans sa vie ». L'avantage, c'est que le père de mon copain était gay lui aussi. On a donc été bien acceptés. Le papa nous a même payé un appartement à Greenwich Village pour 1 mois. J'ai encore passé 15 jours dans l'East Village après, soit 6 semaines en tout. Ça a été un séjour incroyable. Mais il se trouve que le compagnon du père de mon copain était atteint du sida, au stade terminal. Ça a été le deuxième choc, après l'atterrissage à JFK. J'ai vu 2 infirmiers d'une ONG d'aide aux malades du sida transporter cet homme qui avait dû être un colosse jusqu'à son appartement. Dans ses chaussettes, ses mollets étaient maigres comme ça. Il est mort 3 semaines plus tard. Au milieu des années 1980, le virus fait des ravages dans les grandes villes américaines des côtes Est et Ouest. Loin d'être l'apanage des homosexuels, il touche aussi des enfants et des femmes, hémophiles pour beaucoup, mais aussi des prostituées et des toxicomanes. On sait désormais que le VIH se transmet par le sperme et le sang. Des associations de soutien voient le jour. Les hôpitaux ouvrent de nouveaux services consacrés à la maladie. Life goes on, and it takes lots of experiences, you know, new adventure. That's what I said when I got the disease and I was walking down the street feeling good yet. I said, well, time for a new dream. En 1985, le sida a déjà fait plus de 13 000 victimes aux États-Unis. C'est comme ça que j'ai compris très tôt ce qui nous attendait. À mon retour en Allemagne, je savais que la même chose allait nous arriver. Et c'est sans doute ce qui m'a sauvé la vie. Entre-temps, en Europe aussi, le sida est devenu une préoccupation majeure. Les médias se mobilisent. Haben Sie Angst vor AIDS? Ich? Nee. Wissen Sie nicht, was es ist? Und Sie? Habe ich keine Angst vor, nein. Es ist eine Krankheit. Wo der Rock Hudson dran gestorben ist. Eine sehr, wie sagen wir es, unangenehme Sache. Ne?
Ja, ich habe Angst vor der Seuche, dass es sich zu einer Volksseuche entwickelt. In dem Moment, wo die Gesellschaft dieses Thema wahrgenommen hat, Quand la société s'est emparée de la question, elle a d'abord eu une réaction de panique. On redoutait que la maladie s'abatte très vite sur toute la population, un peu comme la Covid aujourd'hui. Et que toute notre jeunesse, hommes et femmes, soit touchée par ce virus. Ein winzig kleines Virus terrorisiert die Welt. Wir haben jetzt erkannt, dass AIDS wahrscheinlich die größte medizinische Herausforderung dieses Jahrhunderts ist. Man muss wirklich von Terror sprechen, weil wir nicht wissen, wo überall es uns auflauert. Ich glaube, dass man sogar riskieren muss, Angst zu erzeugen. Haben Sie Angst vor AIDS? Vor AIDS? Warum? Bin ich homo oder was? J'avais peur pour mes amis, j'avais peur pour moi, pour ma liberté et mon mode de vie, peur que ça m'empêche de vivre comme je l'entendais. Je me sentais personnellement menacé. On accusait les homos de transmettre délibérément le virus. Ils étaient pris à partie dans la rue. Ils n'osaient pas se promener main dans la main, car à l'époque, on entendait beaucoup que l'homosexualité était une maladie qu'il fallait soigner. Wenn man für die homosexuelle Szene ein Verständnis hat, darum geht es doch nicht, sondern es geht darum, dass man klar machen muss, dass dies contra naturam ist, nicht contra deum, sondern contra naturum, also naturwidrig und im Grunde in ein krankhaftes Verhalten hineingeht. Wir müssen endlich wieder den Schutz der vielen in der Bevölkerung als zentrales Ziel im Auge sehen und nicht uns nur darum bewegen, wer am Rand noch besser verstanden werden kann. Dieser Rand muss dünner gemacht werden, er muss ausgedünnt werden. Oui, ça m'a mis en colère. Aber das Gute fand ich war tatsächlich in Berlin, dass wir Mais le bon côté, c'est qu'on avait un temps d'avance à Berlin. Vorsprung hatten gegenüber Amerika. Von 2, 3, 4 Jahren. Et en gagnant ces 2, 3, 4 ans par rapport aux États-Unis, on a pu commencer très tôt à transformer cette colère en action. En Allemagne, à une époque où les cas étaient encore rares, on a créé l'association AIDS-Hilfe, en prévision de ce qui risquait d'arriver. Les tests n'ont fait leur apparition qu'en 1984-85. Beaucoup d'échantillons sanguins ont alors été testés d'un coup, et des centaines d'hommes à Berlin ont découvert leur séropositivité. En 1985, AIDS-Hilfe a ouvert son antenne berlinoise. Comme j'avais déjà une sensibilité solidaire, je n'ai pas hésité. J'ai proposé mes services et j'ai été prise. J'étais contaminée sans le savoir depuis 2 ans à l'époque, mais j'avais déjà des symptômes. Mes collègues me disaient souvent « Tu devrais te faire tester », mais j'ai mis du temps à me décider. Sans doute par crainte du résultat. Un jour, j'ai fait un test qui s'est avéré positif. J'ai accusé le coup. Impossible de penser à autre chose qu'à mon enterrement ou mon testament. C'était un faux positif, ce qui arrivait assez souvent à l'époque. Il a fallu une dizaine de jours pour que je reçoive le résultat négatif. Mais je me suis rendu compte que j'étais passé tout près. J'aurais pu être contaminé et je ne serais pas assis là aujourd'hui. Je me suis séparée de mon mari. Comme notre relation était assez violente, j'ai commencé une thérapie avec ma généraliste. Elle s'est aperçue que mes analyses hépatiques n'étaient pas bonnes. Et c'est au cours de nos séances qu'elle m'a convaincue de me faire dépister pour le VIH. C'est comme ça que je l'ai appris. Je n'ai pas envie de raconter dans quelles circonstances j'ai été contaminée. Rien ne change, c'est la porte ouverte aux préjugés. L'homme est le méchant de l'histoire, la pauvre femme essaie de s'en sortir.
Tout ça n'a rien à voir avec la vraie problématique de la maladie, ni avec ce que je suis. Ça ne fait qu'aggraver la stigmatisation. J'ai pris conscience d'une façon extrêmement perturbante de la finitude de mon existence, de sa fragilité et de sa vulnérabilité. Dans le même temps, ce qui m'arrivait était très banal. J'étais terrifié et désespéré. Mais beaucoup de gens autour de moi vivaient la même chose. J'ai perdu presque tous mes amis et compagnons de route à l'époque. J'étais totalement accablé par la brutalité banale de ma situation. On nous avait parlé au catéchisme de malades du sida à l'article de la mort. Je savais que c'était un sujet de préoccupation, mais je n'étais pas très à jour. Il y avait plein de choses qui se bousculaient dans ma tête. La peur de la mort, la honte et la culpabilité vis-à-vis de ma sexualité. Le compagnon de ma mère m'emmenait à l'école en voiture. Le lendemain de la mort de Freddie Mercury, on en a entendu parler à la radio et il s'est tourné vers moi pour me dire « Tu vois ce qui te pend au nez ?» J'ai fait mon test en juin 2006. J'avais discuté avec 2 types. Je savais que l'un d'eux était positif et je lui ai demandé ce qu'il avait alerté. C'était les ganglions. Je me suis palpé le cou, où on les sent d'habitude. Je n'avais rien. Mais il m'a dit « Non, c'est plutôt là, en m'agrippant à l'aine. » Et là, c'était enflé. Il a ajouté « Tu devrais faire un test. » Je suis rentré chez moi et le lendemain, j'y suis allé. J'ai été très malade pendant 4 semaines environ, épuisée en permanence avec des infections à la chaîne. Je me sentais amorphe, et puis j'avais de drôles de boutons sur la langue et des suées nocturnes. C'était bizarre, je n'avais jamais rien eu de tout ça. Au téléphone, un copain m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai répondu que mon système immunitaire déraillait, que je n'arrivais pas à me rétablir. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui attaque le système immunitaire? Le VIH. Tu as fait un test? J'ai dit non. Et je suis allée voir mon médecin pour lui demander de me prescrire des analyses sanguines et un test. J'étais sous le choc. Je pensais y échapper. Et non. C'est comme les fumeurs qui s'étonnent de se retrouver un jour avec un cancer des poumons. On sait qu'il y a un risque, on l'accepte, mais on n'a pas envie d'être malade pour autant. Quand j'y repense, ce qui me fait mal, c'est cette période pendant laquelle je ne savais pas ce que j'avais et je cherchais de l'aide. C'est souvent le cas chez les femmes. Le diagnostic est tardif. On porte en soi toutes sortes de sentiments, comme la culpabilité, la honte, la peur, l'angoisse du rejet. C'est ça aussi qui nous rend malades. Et il faut en parler. Wem haben Sie davon erzählt? Wem? Also zuerst meine Angehörigen, Schwester, Brüder, aber die wollen seitdem nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich sollte nach Möglichkeit also nicht mehr zu meinen Eltern kommen und also die Besucher und so. Tun Sie es trotzdem? Versuchen Sie es? Ich versuche es, ja, aber es ist
schwer, aber ich habe das Gefühl immer, sie wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Le chancelier fédéral Helmut Kohl ne s'exprime pas publiquement sur la maladie. C'est sa ministre Rita Süssmuth qui est responsable du dossier depuis 1985. Les premiers contacts entre Aidshilfe et Rita Süssmuth ont eu lieu un mois après sa nomination au ministère de la Santé. Ich möchte nicht, dass wir diese Krankheit dazu benutzen, dass die Schwierigkeiten noch größer werden. Ich halte dafür, dass man den Weg der Verständigung sucht. Das Erste ist, dass wir miteinander wieder reden. Sa stratégie consistait à ne surtout pas semer la panique, tout en misant sur l'information et la prévention auprès du grand public. Wissen Sie, was AIDS ist? Nach dem, was man liest, hauptsächlich durch Homosexuelle übertragen. Naja, man hat das Virus mittlerweile und weiß, dass es eben nicht nur Homosexuelle sind, dass viele gefährdet sind. Je me souviens qu'on a beaucoup débattu des recommandations à publier pour le sexe à moindre risque. Aux États-Unis, il partait du principe qu'il fallait éliminer toute possibilité de contamination. Ici, une autre idée a fait son chemin très vite. Il fallait que ça reste vivable. Ça n'avait pas de sens de se couvrir tout le corps de préservatifs. J'avais 25 ans. Si on m'avait dit à l'époque « Fini le sexe, tu mets ta vie en danger », j'aurais répondu « Il faut bien mourir de quelque chose ». Et à mon âge, je ne suis pas prêt à renoncer à ma vie sexuelle. C'était bien d'informer et de sensibiliser à la protection, mais aussi de dire qu'on pouvait avoir une sexualité épanouie malgré le sida. Wie kann man sich vor einer Ansteckung mit dem AIDS-Virus schützen? Dieses Risiko lässt sich entscheidend vermindern durch die Benutzung von Kondomen, die auch als Präservative, Pariser oder Gummis bekannt sind. Der alltägliche Umgang mit AIDS-Infizierten ist völlig ungefährlich. AIDS-Telefonberatung, guten Tag. Ich würde ganz gerne einen AIDS-Test machen. Könnte ich da von Ihnen einen Termin bekommen? Berliner Aidshilfe Thomas? AIDS-Telefonberatung, Sie guten bestimmt Tag. mal anstecken können. Da besteht keine Gefahr. Bien sûr, au début, il a fallu combattre quelques résistances. Warum sagten Sie eben Schweinerei? Meinen Weil Sie ich sowas nicht leiden kann. Ja. Deswegen ist es ja nicht gleich eine Schweinerei, weil Sie es leiden können. Et il y avait le Spiegel, qui a mené une vraie chasse aux sorcières. Horst Seehofer voulait rassembler les séropositifs dans des camps. Peter Gauweiler a fait fermer les saunas à Munich. Promiskuität ist der Motor der Seuche. Und jetzt den Leuten zu sagen, macht nur so weiter, euer hamsterhaftes Sexualleben. Alles weiter so, nur zwischendrin ein kleines Kondom zu benutzen, das ist mit Sicherheit der falsche Weg. En Bavière, la CSU, parti ultra-conservateur, exige une réaction forte des pouvoirs publics. Les personnes séropositives doivent être signalées au service de l'État et, le cas échéant, placées à l'isolement. Wer diese todbringende Seuche richtig begriffen hat, der muss neben Aufklärung auch etwas tun. Und wir tun nichts anderes, als das Gesetz, ein Bundesgesetz anzuwenden, nämlich das Bundesseuchengesetz. Sollen wir weiter ganz bestimmte Saunaclubs durchführen lassen, in dem massenhafter Analverkehr betrieben wird? Sollen wir weiter völlig ungestört, ohne jede ärztliche Betreuung, an jeder Ecke in den Bahnhofsvierteln, Stricherecken einfach gehen lassen und wegschauen? Was Sie praktizieren, ist Schokolade für Zuckerkranke. In der Tat sagen wir Nein zur Meldepflicht, weil das Ziel, die Ausbreitung der Krankheit zu bekämpfen, durch die Meldepflicht, und das zeigen die Länder mit Meldepflicht, nicht erreicht wird, sondern eher verhindert wird. C'est un combat politique que Rita Süssmuth remporte en 1987. Man hat sich mehrheitlich dazu entschieden, On a décidé démocratiquement de considérer avec tolérance et bienveillance les personnes infectées, ainsi que le mode de vie de ceux qui étaient menacés. Et ça a marché. Des millions sont investis dans des campagnes de sensibilisation. Rétrospectivement, la RFA pourra s'enorgueillir d'avoir l'un des taux d'infection les plus bas en Occident. Tina, was kosten die Kondome? 3,99. Nein, 2,99. Die sind im Sonderangebot.
Mais cette victoire politique n'est qu'un premier pas. Un défi bien plus grand reste à relever. Vaincre le sida sur le plan médical et soulager les patients. Le sarcome de Kaposi est un cancer des vaisseaux sanguins. Des nodules rouges-violets apparaissent sur la peau, doublés parfois de lésions internes gastro-intestinales. Les poumons peuvent même être atteints, ce qui provoque alors la suffocation du patient. C'était assez difficile à traiter et potentiellement mortel. Ja, da der Hautbefund sehr ausgeprägt ist, würde ich Ihnen fast vorschlagen, dass wir das Ganze stationär behandeln, weil das sich ambulant sehr schwierig gestalten würde. On traitait les maladies secondaires. Par exemple, en cas d'inflammation pulmonaire, on prescrivait des antibiotiques. On administrait aussi des anticorps par perfusion, sans grand succès. Et puis l'AZT est arrivé, le premier médicament contre le VIH. Très compliqué à prendre. Il fallait de fortes doses et l'effet était limité à 3 mois. Au-delà, il perdait toute efficacité et il fallait repartir de zéro. Donc, on était assez démunis. On écrasait les mouches avec des marteaux-pilons pour tenter de contenir le virus. Mais il y avait aussi des morts par intoxication dues à des surdosages médicamenteux. Parfois, on voyait arriver dans notre centre un jeune qui portait la mort sur son visage. Et je lui souhaitais intérieurement d'en avoir bientôt fini. J'avais du mal à embarquer ces patients dans des traitements lourds, sachant qu'ils étaient condamnés dans tous les cas. Mais la décision ne m'appartenait pas. C'étaient des hommes jeunes. Chaque jour de gagner était important pour eux. Et ils se battaient jusqu'au bout. Ce qui m'a le plus attristé, c'est de voir que ces personnes sont mortes dans le secret, en fait. Leurs familles n'ont pas voulu en parler. Il était complètement tabou de dire qu'un tel était mort du sida. Personne ne prononçait le mot. On parlait de cancer. Il fait des ravages parmi la jeunesse. Il y avait un aspect de honte dans ces morts-là qui me faisait du mal parce que ça rappelait le sort des homosexuels et des lesbiennes et des LGBT dans le passé, hein. Je suis vraiment un cliché de l'homosexuel français qui est parti vivre à Paris parce que c'était le seul endroit qui était possible à l'époque. À partir de 85, j'ai commencé à me faire tester régulièrement et j'avais un peu l'impression que ça allait me tomber dessus, même si je me protégeais, mais j'avais vraiment l'impression que si ça touchait d'autres personnes, ça allait me toucher moi aussi. À l'époque, c'était l'équivalent d'un arrêt de mort. À l'hôpital, on m'a annoncé qu'il me restait 3 ans à vivre. Ma généraliste, elle, me donnait 6 mois. Face à ce genre de pronostic, on ne pouvait bien sûr que se sentir condamné. Moi, j'ai déclaré « Non, je ne vais pas mourir maintenant. C'est impossible, vous vous trompez. »
Travailler sur le VIH en Russie, c'est découvrir l'ampleur de l'ignorance et de la cruauté humaine. Les gays en Russie présentent un risque très élevé de contracter le VIH. Beaucoup de mes patients ne peuvent pas parler de leur sexualité avec leur médecin. Ils ont peur de l'homophobie, peur qu'on refuse de les soigner. Aujourd'hui, plus de 80% des nouveaux cas d'infection au VIH en Europe et en Asie centrale sont dépistés en Russie. Pour se faire aider, les intéressés doivent se tourner vers des centres privés, comme ici, à Moscou. Setz dich mal zu mir. Und? Schläfst du gut? Alles in Ordnung? Ja. Ich habe dir ein paar Sachen mitgebracht. Guck sie dir an. Nimm alles, was du brauchst. Hast du irgendwelche Fragen zum heutigen Vortrag? Weißt du, ich habe schon seit 2 Jahren kein Sexualleben. Kein Sexualleben, keine Infektion durch sexuelle Übertragung eben. Alles klar. L'enjeu n'est pas médical, mais social. C'est une question de société, pas une histoire de traitement médical. Svetlana Medvedeva, l'épouse de l'ancien président, a tenté d'agir à une époque. Mais à ses yeux, le VIH est un signe d'immoralité. L'amour n'est possible qu'entre un homme et une femme. Les relations sexuelles ne servent qu'à procréer et sont interdites avant le mariage. Et puis on doit rester avec le même partenaire toute sa vie. Elle a investi des milliards de roubles dans des campagnes médiatiques pour promouvoir la fidélité, ce qui n'a aucune efficacité. On l'a vu dans les années 80 aux États-Unis, sous Reagan. Et il faut comprendre que la stigmatisation, ça n'a pas simplement un effet sur les publics qui sont concernés, sur les personnes qui sont touchées, sur les personnes malades, mais également sur la population en général, puisque la stigmatisation entraîne de la clandestinité, entraîne du déni, entraîne de l'évitement. Moi, j'ai eu la chance de découvrir ACT UP quelques mois après la création à New York, en 87, et ça a été une révélation pour moi, puisque c'était le groupe que j'attendais inconsciemment, dans le sens où c'était un groupe militant. Quand Larry Kramer a créé ACT UP, son discours nous a tout de suite parlé, à moi, à mes amis et à mon entourage militant. On a compris qu'il fallait se bouger les fesses. On ne pouvait pas attendre que les autres fassent quelque chose. Nous devions être actifs nous-mêmes. Les actions se multiplient. Par exemple, contre la compagnie aérienne Lufthansa, qui refuse d'embaucher des employés séropositifs. Puis en 1991, des militants d'ACT UP occupent la cathédrale de Fulda, en Bavière, dont l'évêque a qualifié le sida de punition divine. En France, l'association dénonce un État meurtrier qui n'investit pas suffisamment dans la recherche médicale. La France, encore une fois, on se retrouve dans une situation où c'est tout l'AZT. Il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas l'AZT, des gens qui sont malades, qui n'ont pas d'autres médicaments de remplacement. Ça, c'est vraiment criminel. Et il faut se mettre dans le système, le contexte des années 80, où on n'avait absolument aucune information médicale. Et c'est ça qui m'a mis en colère, c'est-à-dire que je voyais qu'en tant que personne atteinte, en tant que personne séropositive, j'avais moins d'informations que les médecins et que les médecins communiquaient très peu, parce qu'ils savaient très peu de choses aussi,
mais que les médecins considéraient que cette maladie, c'était leur domaine. Les médecins, les autorités et les politiciens nous annonçaient qu'il faudrait 10 ans pour obtenir un médicament. Mais nous, on avait à peine 10 mois, voire 10 semaines. Il y avait urgence. On voulait des médicaments rapidement pour nos amis à l'article de la mort. Des traitements pratiques à prendre. Et penser pour toutes les personnes séropositives, pas seulement pour les hommes blancs en bonne santé, homo ou hétérosexuels, mais aussi pour les femmes et les non-blancs. Il ne faut pas oublier que quand même la grande majeure partie de cette guerre, elle se passe pas en Europe, pas aux États-Unis, elle s'est passée en Afrique et ailleurs. C'est là où la vraie guerre, elle a eu lieu. Dans de nombreuses parties des continents asiatiques et africains, le sida reste longtemps un sujet tabou. La pandémie a ainsi le champ libre pour se propager. Faute de traitement disponible, un test positif, c'est la quasi-certitude d'une mort prochaine. Là encore, les pays déployant des campagnes de sensibilisation à grande échelle enregistrent nettement moins de contamination. Donc on voit bien qu'il y a des possibilités dans chaque pays de changer la situation épidémiologique très rapidement. C'est vraiment une question, une maladie politique d'abord. C'est-à-dire que si l'État réalise ce qu'il faut faire, alors on peut guérir les gens. Si l'État ne comprend pas, les gens meurent. En 1996, l'ONU-SIDA voit le jour. C'est le seul programme des Nations Unies consacré à une unique maladie. À la fin des années 1990, le sida est la 4e cause de mortalité dans le monde. Rétrospectivement, je crois que ce désintérêt assez généralisé à l'époque avait aussi une dimension raciste. Dass viele von uns dann nicht so sehr hingeguckt haben. Also dass die Solidarität mit den On n'a pas fait preuve d'une solidarité extraordinaire avec les populations des pays d'Afrique. Bien sûr, on peut toujours dire qu'on avait suffisamment à faire avec nos problèmes. Aber heute aus dem Rückblick würde ich sagen, ja, also. Mais avec le recul, je trouve qu'on s'est quand même beaucoup regardé le nombril. Avec les années, le VIH devient moins présent dans le discours public. Au début des années 1990, pourtant, il n'existe toujours aucun traitement efficace contre le virus. On voyait des tableaux cliniques terrifiants. Les patients perdaient la vue. Ils étaient pris de diarrhées incontrôlables qui les épuisaient. Et il n'y avait rien qu'on puisse faire. Ils finissaient paralysés, déments. C'étaient des morts atroces. Denn unsere Uhren laufen schneller. Denn unsere Uhren laufen schneller. Denn unsere Uhren laufen schneller. J'ai abandonné l'un de mes meilleurs amis la nuit où il est mort.
C'était au-dessus de mes forces de rester. Il était hospitalisé et paraissait déjà très loin. Le virus avait atteint son cerveau. Il avait beaucoup maigri et ne devait pas peser plus de 30-35 kilos. Les malades ressemblaient aux victimes d'Auschwitz. Il n'était déjà plus lucide. Mais soudain, il a soulevé le haut de son corps si frêle et tendu la main vers moi en disant « Je veux simplement vivre, Dirk. » Puis il est retombé. J'ai dit son nom à plusieurs reprises, Axel. Plus rien. Alors j'ai pris ma veste et je suis sorti sur la pointe des pieds. Au matin, il était mort. C'était une question de vie ou de mort. J'ai eu une pneumocystose, cette maladie pulmonaire propre aux malades du sida. Ensuite, c'est une mycobactériose qui m'a éreinté. Des mycobactéries qui se déposaient sur mes ganglions. Ça a dégénéré en ulcère, c'était épuisant. Tout ça a duré plusieurs années et m'a obligée à prendre beaucoup de médicaments. J'avais énormément maigri, je pesais 40 kilos et j'étais en fauteuil roulant, incapable de me nourrir toute seule. Malgré tout, je continuais à dire qu'un jour je passerai le permis et je reviendrai à 60 kilos. Le personnel soignant me disait « Ma pauvre Sabine, ça semble compromis ». Au début de l'hiver 95, je suis parti 1 ou 2 semaines au bord de la Méditerranée avec mon mari. J'étais tellement affaibli qu'à peine rentré, j'ai été hospitalisé et placé sous oxygène. Très vite, le médecin a diagnostiqué une pneumocystose, la pneumopathie tellement redoutée qui faisait tant de victimes. Je savais que c'était grave, que la fin était proche. J'avais essayé tous les médicaments contre le VIH au fur et à mesure de leur mise sur le marché. Le virus en moi était devenu résistant avec toutes ces monothérapies. Les médicaments ne faisaient plus effet. À l'hôpital, le médecin est venu me voir en présence de mon mari pour nous annoncer qu'il ne pouvait plus rien faire pour moi. Et il nous a conseillé de prendre des dispositions pour faire un dernier voyage ensemble, pas trop fatigant, et profiter encore du peu de temps qu'il nous restait. C'est alors qu'un nouveau médicament a été commercialisé aux États-Unis. L'un des médecins qui me suivait a réussi à le faire importer bien avant qu'il ne soit autorisé en Allemagne. C'est un souvenir très vivace. Quelques semaines après avoir commencé à prendre ce médicament, boum, je me suis réveillé un matin débordant d'énergie. Et quelques semaines plus tard, pour la première fois depuis des mois, voire des années, je me suis rendu compte que j'avais retrouvé ma libido. J'étais revenu à la vie. En quelques mois, j'ai appris que beaucoup de mes camarades qui étaient aussi atteints que moi au même moment avaient également remonté la pente. Je suis reconnaissante d'être encore vivante et très heureuse d'avoir pu apporter ma contribution humaine, moi, Sabine. Je crois que c'est cette solidarité qui m'a maintenue en vie. L'un ne va pas sans l'autre.
40 ans après les premiers cas identifiés, le VIH n'a pas disparu. Il y a toujours autant de désinformation. Beaucoup de gens ignorent encore que l'on peut mener une vie normale avec le VIH. Chaque année, on recense environ 2500 nouvelles contaminations en Allemagne et 6500 en France. En général, ça reste un choc pour celui ou celle qui l'apprend, qui se dit « ma vie est fichue, j'ai tout gâché ». Alors on donne des informations. On explique, c'est 1 cachet par jour. Avec ça, vous atteindrez le même âge que le reste de votre génération, voire plus parce que vous serez suivi par des médecins. Vous pourrez faire tout ce que font les autres, y compris avoir des enfants si c'est important pour vous, sans infecter votre partenaire. Quand ils voient que le traitement fonctionne, sans effet indésirable horrible, le retour à la normale se fait peu à peu. Et les patients retrouvent leur quotidien. Le principe I égale I est super. Ça veut dire indétectable égale intransmissible. Si la charge virale est indétectable dans les fluides corporels grâce au traitement, on ne peut pas transmettre le VIH. Ça me choque que si peu de gens soient au courant de ça malgré l'état actuel des connaissances scientifiques. Avec quelqu'un qui connaît le principe I égale I, en 3 minutes, la conversation est finie. Mais avec ceux qui ne sont pas au courant, il faut faire un travail de pédagogie, risquer le rejet, répondre à des questions personnelles, alors que c'est un sujet qui concerne toute la société. Depuis quelques années, la PrEP, un traitement préventif, est venue s'ajouter à l'arsenal des médicaments. Le risque d'infection au VIH est devenu infime. Pour moi, c'est un miracle. Ça ouvre soudain la possibilité de vivre une vie sexuelle sans arrière-pensée, sans anxiété, avec ou sans préservatif. La peur a simplement disparu. C'est un peu grandiloquent, mais j'ai vraiment apprivoisé mon virus. Je pense qu'il y a trop peu de gens qui admettent publiquement qu'ils sont séropositifs. Ils se plaignent d'être encore stigmatisés, mais ne font rien pour y remédier. Silence égale mort. Ce vieux slogan est toujours valable. Plus on parle, plus on se montre, plus la situation s'améliore. Je crois que le sida a montré qu'on pouvait avoir une influence à partir de la base, à partir des malades, en montant jusqu'en haut. Ça, c'est quelque chose de complètement révolutionnaire. Aujourd'hui, quelques 38 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH. En 40 ans, le sida a fait plus de 32 millions de victimes. Pendant une bonne partie de ma vie, j'ai assisté à un enterrement tous les vendredis. J'ai perdu plus de la moitié de mes amis des années 80 avant d'avoir 30 ans. Ça m'a traumatisé.
Et on est nombreux dans ce cas. Qu'on soit séropositif ou négatif, qu'on ait frôlé la mort et survécu grâce à un traitement, ou qu'on ait réussi à traverser toutes ces années sans contracter le virus, on a tous été marqués par cette époque, à la façon d'une génération marquée par une guerre. Parce que ça a été comme une guerre.